Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille. Nadine Morano, bonsoir. Bonsoir. L'actualité, c'était encore et toujours les retraites et notamment les violences qui se sont multipliées dans et aux abords des lycées. Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes ? Que cette réforme, nous la faisons pour eux. C'est important de le dire quand même. Cette réforme, c'est l'intérêt national et que je regrette que les socialistes ou les extrémistes de tous bords, je pense à l'extrême gauche, aient commis une faute politique à leur égard. Parce qu'ils ont commis une faute politique à leur égard, notamment Ségolène Royal. En leur demandant de descendre dans la rue, aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a des collégiens qui sont en danger, qui peuvent être en danger, à qui on n'a pas expliqué véritablement ce qu'il y avait dans cette réforme. Et je ne pense pas que les socialistes aient également pris le temps d'expliquer soi-disant leurs contre-propositions. Donc je pense qu'on les a instrumentalisés. Je voudrais leur dire que jamais un gouvernement a fait autant pour les jeunes. Je pense au plan campus, à la rénovation des universités. Vous savez qu'à chaque fois qu'on dit à un jeune qu'il est instrumentalisé, il en conclut qu'on le prend pour un imbécile. Est-ce que c'est vraiment l'argument? Non, moi je respecte beaucoup les jeunes qui ont envie de s'intéresser à la politique. Je trouve que c'est essentiel. Mais pour qu'ils aient un jugement éclairé, il faut qu'ils aient l'information qui leur permette d'avoir un jugement éclairé. On va parler de la communication du gouvernement et de l'UMP. Ce matin, Benoît Hamon, qui est le porte-parole du PS, a parlé de calcul politique du pouvoir. Il était sur RTL. Je l'ai écouté. On va le réécouter. Je pense qu'aujourd'hui, celui qui a le plus intérêt à ce que ça se radicalise et se durcisse, bref, à couper ce mouvement de ses soutiens dans l'opinion, c'est le gouvernement. Donc je pense qu'il y a un calcul qui est un calcul politique évident de la part de François Fillon et de Nicolas Sarkozy. Alors, est-ce qu'il y a un calcul politique? Non, il y a simplement l'intérêt national et on ne transige pas avec l'intérêt national. Dès lors qu'on a respecté l'ensemble du circuit démocratique. Parce que je rappelle, Benoît Hamon disait dans cette émission ce matin que la réforme avait été bâclée. Franchement, lorsqu'on sait que cette réforme a débuté depuis le 15 février, moment où le président de la République a reçu les partenaires sociaux à l'Élysée au cours du sommet social, qu'il a décliné devant eux et respectant très scrupuleusement son engagement du timing, c'est-à-dire il n'y aura pas de réforme des retraites en catimini l'été en session extraordinaire, mais devant les Français et pour les Français. Depuis le 15 février, il y a eu le temps de la négociation jusqu'au mois de juin. Avec les partenaires sociaux. Là, vous reprenez l'argumentaire sur... Non, je ne reprends pas l'argumentaire, je vous dis la réalité. C'est pas un argumentaire, c'est la réalité. Judith Vintraube, sur le dialogue qui a présidé à la réforme. Oui. Là, Benoît Hamon parle plutôt des blocages actuels, des blocages dans les raffineries, des violences dans les lycées. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul, puisque Nicolas Dupont-Aignan, qui a été à l'UMP en claqué la porte, accuse lui aussi le gouvernement de mener la politique du pire. Il le fait sur son blog et il ajoute « n'est pas De Gaulle qui veut à lui ». Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds que cette réforme, elle est essentielle au pays, il le sait très bien. Je redis encore une fois que face à l'intérêt national, nous ne transigerons pas parce que la démocratie a été parfaitement respectée. 700 heures de débat au Parlement depuis le 7 septembre, là, 3 semaines au Sénat. Ces accusations portent sur la pénurie d'essence et sur les blocages des lycées. Ça ne porte pas sur le fond de la réforme. Oui, mais c'est bien dommage. Non, mais c'est bien dommage parce que cette réforme... C'est peut-être bien dommage, mais en tout cas, c'est ces questions-là qu'il vous pose. Est-ce que nous allons continuer à payer les retraites des personnes qui sont à la retraite aujourd'hui? La réponse est oui. Est-ce que nous allons augmenter les cotisations sur les actifs de ceux qui travaillent aujourd'hui? La réponse est non. Est-ce que nous voulons charger la mule, le dos des jeunes qui arriveront dans la vie active, c'est-à-dire les lycéens d'aujourd'hui qui auront 26 ans en 2018? Est-ce que nous voulons charger leur fardeau, c'est-à-dire qu'ils payent pour les personnes retraitées quand ils vont arriver sur le marché du travail et qu'on augmente massivement leurs cotisations, c'est-à-dire de près de 20% pour que ces jeunes soient pénalisés 2 fois? Judith Vintraube, la réponse est non. Le gouvernement ne transigera pas, le gouvernement ira jusqu'au bout et les seuls qui ont intérêt à ce que ce mouvement minoritaire maintenant, je le rappelle, parce que il faut regarder l'état des lieux, les manifestations sont en régression, les mouvements de grève sont en régression et les seuls qui ont intérêt à la chienlit, je le dis,
puisque c'est une expression du général de Gaulle, ce sont les extrémistes de gauche qui ne veulent pas gouverner, qui veulent seulement amener le pays dans la grande difficulté. Eh bien là aussi, je le dis très clairement, nous ne laisserons pas faire. D'accord. Alors Nicolas Sarkozy a déclaré ce matin qu'il allait prendre des mesures contre les blocages dans les raffineries. Est-ce que c'est pas un peu tardif, sachant que les premiers blocages dans les raffineries n'avaient rien à voir avec les retraites et ont commencé dès septembre? Écoutez, en ce moment, la situation, quelle est-elle? La situation est en train de se radicaliser un peu, et nous ne laisserons pas faire, je le redis, par une minorité. Il y a eu un problème ce week-end. On ne va pas nier le problème, c'est que... Vous ne le faites pas, mais... Plusieurs membres du gouvernement l'ont fait, notamment Christine Lagarde qui a dit arrêtez de paniquer les gens, il n'y a pas pénurie. Mais non, mais moi j'ai tenu le même discours. Nous on croule sous les témoignages de gens qui attendent 4 heures, 5 heures à la pompe et qui n'obtiennent pas d'essence. Il faut faire la différence entre pénurie, c'est-à-dire dans les stocks, est-ce qu'on a suffisamment d'essence pour remplir les citernes dans les stations-service? Là, vous adressez à des automobilistes. Mais je le dis très clairement. Donc, pour eux, la différence, c'est pas tellement sensible quand on leur dit à la pompe, bah, désolé, revenez un autre jour parce qu'il n'y a plus d'essence. Je crois qu'on aurait dû compléter notre message parce qu'il n'y a pas de pénurie dans les stocks. C'est-à-dire, il y a suffisamment de stocks en France, d'essence, il n'y a pas de problème de stock. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que face aux images très grossières des médias par rapport à certains blocages, il y a eu, on va le dire quand même, une précipitation des consommateurs vers les stations-service, qui fait qu'on a eu non pas un problème de pénurie, c'est de leur faute. On a eu un problème d'approvisionnement au cours des week-ends pour aller remplir non pas nos problèmes de stock, mais les problèmes de citernes des stations-service. Le problème, il a eu lieu là. On s'est retrouvé en rupture d'approvisionnement. C'est pour ça que le Premier ministre a pris les choses en main très vite, en disant qu'évidemment, sur les blocages, il est hors de question de laisser des blocages dans ce pays, parce qu'il y a le droit de manifester, c'est clair, il y a le droit de faire grève, il n'y a aucun droit de bloquer, d'empêcher le pays de tourner. Donc il a reçu... Le premier déblocage a eu lieu cet après-midi. Oui, mais c'est très bien. Non, il a eu lieu aussi ce week-end, parce que chez moi, j'ai quand même un centre aussi, à Saint-Baussan, qui a été débloqué ce week-end. Je parle des 12 raffineries qui sont bloquées. Aussi... La première... qui a été débloqué, c'était cet après-midi à Bassas. Eh bien, ça va continuer, je vous le dis, nous ne laisserons pas le pays bloqué, par ailleurs. Il y a eu 5000 camions qui ont été envoyés très vite pour pouvoir réapprovisionner les stations-service, parce que nous ne sommes pas en pénurie d'essence dans ce pays, mais nous avons eu un problème de circuit de réapprovisionnement immédiat. Quand d'un coup, vous avez un vent de panique et que vous avez des files de voitures qui se précipitent dans les stations-service au cours d'un même dimanche, eh bien, forcément, on a de l'essence dans le pays, mais elles ne sont pas dans les stations-service. Donc sur les 13 000 stations-service, il y en a 4 000 qui connaissent des difficultés. Donc notre objectif, c'est de réapprovisionner ces stations-service. Le Premier ministre a décidé au cours de sa rencontre avec les pétroliers de demander à mutualiser avec les pétroliers, qu'on nous dise pas « Ah ben non, là, on peut pas vous mettre de l'essence parce que c'est une station Total et vous êtes Esso ». Donc mutualisation pour apporter une réponse rapide et pragmatique. L'UMP a tenu une réunion pédagogique, c'est elle qu'il a baptisée ainsi, dimanche, sur les retraites. Je crois que vous étiez en duplex avec le siège de l'UMP rue La Boétie. Et on a entendu de nombreux militants se plaindre justement de la discrétion des dirigeants de l'UMP. Par exemple, une adhérente a déclaré « On a l'impression que l'UMP et les membres de la droite sont inexistants ». Comment expliquez-vous cette difficulté à vous faire entendre? Mais je crois qu'il faut entendre ce message et renforcer notre action en termes de pédagogie. Ça veut dire qu'il faut changer les méthodes de l'UMP? Ça veut dire qu'il faut être plus performant en termes d'explication et de pédagogie. Comment ça veut dire être réactif sur le terrain, distribuer les documents. J'ai mené une opération qui s'appelait 62 heures pour les retraites, où il y a eu dans 70 fédérations des actions. On a distribué 3 millions de tracts. Je crois que tant que cette réforme ne sera pas suffisamment expliquer avec l'ensemble des apports qu'il y a eu lieu au départ avec le texte initial et ensuite sur les mères de famille, sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur les personnes handicapées, sur les parents de personnes handicapées, nous aurons à l'expliquer, même quand elle sera votée. Il faudra qu'on fasse un service après-vente de cette loi. Et ça, c'est extrêmement important. C'est le rôle même du parti majoritaire. C'est l'explication et c'est la pédagogie. Est-ce qu'il le tient correctement? Eh bien, j'entends les militants. Vous y étiez, vous avez entendu leur... moi, j'y étais par duplex, donc j'ai entendu la partie qui m'a concernée. Mais je pense que notre rôle, c'est vraiment d'expliquer dans toutes les fédérations. J'ai associé aussi les parlementaires. Parce que vous savez, on a tous notre travail à faire à chaque échelon. Donc, chacun dans les circonscriptions, dans chaque fédération, il nous faut expliquer cette réforme, le bien fondé de cette réforme, tout simplement parce qu'elle est essentielle au pays. Vous avez critiqué il y a
quelques semaines Christine Lagarde qui disait qu'elle ne se sentait pas prête pour le poste de Premier ministre. Est-ce que vous J'étais étonnée, c'est différent. Est-ce que vous vous sentez prête à remplacer Xavier Bertrand à l'UMP? Écoutez, très honnêtement, je vais vous dire, hein, aujourd'hui, dans cette situation dans laquelle nous sommes très mobilisés sur les retraites, honnêtement, je ne pense pas à la réorganisation. Pourtant, vous avez déjà été candidate. Mais de toute façon, vous savez, moi je suis ministre et militante et je le resterai tout le temps. Voilà, parce que à chaque déplacement ministériel, je me rends dans les fédérations. Je pense qu'un ministre a des comptes à rendre parce que si nous sommes aux affaires, c'est grâce à eux. Ça veut dire que vous êtes prête à tenir les deux rôles. Mais on verra. Moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Si le président de la République aura un défi très important à relever, mettre la bonne personne au bon endroit, en fonction des qualités et du potentiel de chacun, moi, à partir du moment où il me confiera une mission, je l'accepterai, et quelle qu'elle soit. Nadine Morano, merci d'être venue et on se retrouve demain pour un nouveau Talk Orange Le Figaro avec Laurent Wauquiez, secrétaire d'État à l'Emploi. Au revoir.